D'abord une petite présentation donc du cycle de l'eau pour en fait recadrer donc les eaux souterraines. Avant d'aborder vraiment la surveillance, il est nécessaire d'avoir quelques notions de base sur les eaux souterraines. Alors le cycle de l'eau en fait, donc, il se compose de différents grands compartiments, dont le réservoir eau souterraine qui fait donc partie intégrante de ce cycle et qui est en fait à l'origine donc de la plupart des cours d'eau qui se trouvent sur notre planète et donc qui est d'une importance majeure pour ce cycle et également pour bien sûr la vie, puisque on a énormément de vie qui va se développer autour des cours d'eau qui sont issus des eaux souterraines. Donc sur notre planète, on a quand même à peu près 90% d'eau salée et sur les 3% d'eau douce restantes, lorsque l'on enlève tout ce qui est eau douce sous forme de glace et de neige, et sur ce qui reste donc d'eau douce liquide, on va avoir 98% qui sont l'eau souterraine. Donc c'est pour vous donner en fait une idée de l'importance du volume d'eau souterraine qui existe sur la planète lorsque l'on compare à l'eau douce liquide de surface. Alors concernant l'alimentation en eau potable, pourquoi l'eau souterraine peut être intéressante, c'est que en fait l'eau, lorsqu'elle va donc pénétrer dans le sol et recharger les réservoirs souterrains, elle va subir une filtration naturelle qui du coup vont améliorer sa qualité, et on va ainsi avoir des réservoirs souterrains qui peuvent être vraiment d'une qualité exceptionnelle et qui sont du coup un atout pour son exploitation pour l'eau potable. Et également dans une région comme la Guyane, lorsque l'on sait que pour produire de l'eau potable à partir des eaux de surface, il faut souvent construire une mini centrale électrique à côté pour pouvoir potabiliser cette eau en raison de la forte turbidité. Exploiter l'eau souterraine coûte beaucoup moins cher, puisque la plupart du temps, naturellement, elle peut être consommée directement. Néanmoins, elle n'est pas consommer directement, parce que souvent il y a des intermédiaires réservoirs, des châteaux d'eau, et dans l'intérieur des châteaux d'eau, pour éviter le développement bactérien, on va toujours mettre un minimum de chlore. Donc, mais en brut, elle est quand même d'une qualité exceptionnelle. Et en plus, même si c'est à quantité très variable, on la trouve quand même à peu près partout. C'est-à-dire qu'on peut faire en Guyane, on peut faire un forage presque partout, et on est à coup sûr, on va trouver en fait de l'eau souterraine, mais en quantité parfois infime, mais on va forcément en trouver un petit peu quand même. En revanche, c'est pas tout rose non plus. Les eaux souterraines, et notamment en Guyane, bien qu'on en trouve presque partout, les gros débits, ils sont très difficiles à obtenir. C'est-à-dire que ça va très bien convenir à des petites villes, des villages de quelques milliers d'habitants, mais c'est des gros villages déjà, mais on va pas pouvoir obtenir des gros débits en Guyane comme on peut avoir en France, où avec 2 ou 3 gros forages, on va pouvoir alimenter une ville de 50 000 habitants. En Guyane, c'est pas possible, donc c'est le contexte géologique qui veut ça, je vais vous l'expliquer après. Et donc c'est un gros point limitant. Et également, un facteur important qu'a commencé à évoquer tout à l'heure Mathieu, c'est les teneurs en fer et manganèse qui sont quand même très élevées dans les eaux souterraines de Guyane. Donc le challenge, c'est aussi d'obtenir de l'eau brute en ayant des teneurs en fer et manganèse les plus basses possibles. Slide suivante, s'il te plaît. Alors concernant son exploitation pour l'eau potable, donc actuellement on est à peu près sur 25% de production issue des eaux souterraines pour l'eau potable. Alors il faut savoir que ce chiffre, il a quand même bien évolué sur les dernières années. Dans les années 90, on était à peu près à 5% de production d'eau potable via les eaux souterraines. Alors pourquoi ça a augmenté? C'est que au fil des années, on améliore aussi nos techniques de prospection hydrogéologique, c'est-à-dire nos techniques pour aller trouver les meilleurs emplacements pour faire des forages. Également, donc, on améliore les techniques de forage aussi, donc on obtient en fait des forages un peu plus productifs qu'auparavant. Et donc voilà, et puis par rapport au coût de production, et puis également à la qualité, on va de plus en plus vers une production issue des eaux souterraines. Et actuellement, c'est 103 forages sur toute la Guyane qui sont utilisés pour
pour l'eau potable. Et sur ces 103 forages, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup pour les sites isolés sur le Maroni, sur le Gapoc, puisque donc, pour des raisons d'alimentation électrique, la plupart du temps, on ne peut pas construire une usine de potabilisation d'eau de surface, parce que si ça demande énormément d'énergie électrique. Du coup, la production par eau souterraine est souvent la solution en site isolé dans un contexte guyanais. Juste par comparaison avec la métropole, tout à l'heure je parlais de gros débit facile à obtenir en métropole par rapport à la Guyane. En métropole, on est à peu près sur 75% de production par eau souterraine et uniquement 25% de production d'eau potable par eau de surface. Donc on a vraiment une grosse différence, et en fait c'est la géologie donc, qui est la base de tout ça, et vous allez comprendre donc, maintenant par la suite pourquoi on a cette différence. Donc pour simplifier, la Guyane en fait est constituée d'une très vieille croûte continentale, donc qui a plus de 2 milliards d'années, donc qui a été formée donc par un très, très ancien magma et qui s'est cristallisé. On parle de roches cristallines. Et par la suite, il y a eu des variations de pression, température, qui ont donné des roches métamorphiques. Et donc, ces roches cristallines et métamorphiques donc, vont constituer plus de 90% des roches affleurantes sur le territoire guyanais. Et par la suite, depuis ces 2 milliards d'années, on a tout un tas d'événements tectoniques et également d'altérations qui ont dessiné du coup les paysages d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on va avoir du coup quand même une fracturation de cette croûte terrestre. On va avoir également des intrusions de filons de roches volcaniques. Donc voilà, on a quand même cette croûte qui a évolué. Et ce qui est important, c'est que sur toute la bande littorale, on a eu des sédiments qui se sont accumulés, donc des sédiments marins, fluvio-marins, avec un mélange de sédiments provenant des fleuves. Et du coup, on a à peu près 10% de la région qui est constituée de roches de sédiments. Et également, bien sûr, les alluvions des fleuves contribuent à former ces dépôts sédimentaires sur toute la bande littorale dans les gros estuaires. Slide suivante. Alors, dans ces 90% de vieilles croûtes continentales, on a du coup des aquifères. Alors, qu'est-ce qu'on entend parler par aquifère? Un aquifère est un volume de roche pouvant contenir de l'eau. Parce que quand on parle d'eau souterraine, il ne faut pas s'imaginer un lac souterrain. Donc certes, ça existe, notamment en Europe. On a dans les formations calcaires des lacs souterrains. Mais en fait, c'est quand même un cas exceptionnel et quand même très rare à travers le monde. Et en fait, la roche, la plupart du temps, l'eau, elle est contenue dans les fissures de la roche, quand il s'agit de roches cristallines, ou bien elle est contenue dans les petits espaces qu'il y a entre les grains de sable pour les roches sédimentaires. Quand vous prenez un seau, vous le remplissez de sable, et ben derrière, on va pouvoir encore y rajouter des litres d'eau dans le sable, puisqu'il y a plein d'espace en fait entre les grains. Et en fait, les réservoirs d'eau souterrains sont à l'intérieur de ces espaces intergranulaires. Et concernant les roches fissurées, on va trouver l'eau dans les fissures qui sont toutes interconnectées. Donc on a tout un réseau fracturé comme ça où l'eau va être mobilisable. Et là, sans trop non plus détailler, là on a typiquement un schéma de roches dites de socle, avec une partie fissurée où on a de l'eau mobilisable dans les fissures, et la partie qu'on appelle altérite, donc ça correspond à ce que vous pouvez voir, les argiles latéritiques orange, marron que l'on voit. C'est en fait l'altération de la roche. Et la cuirasse qui est marquée ici en haut, se traduit sur le terrain par les roches alvéolées marron, orange que l'on peut voir sur les chemins de randonnée, souvent que ce soit le Rorota ou ailleurs. On voit des sortes de roches avec alvéoles. Donc ça, c'est en fait la cuirasse latéritique qui est le top du profil d'altération. Et donc il faut s'imaginer dessous des mètres, voire plusieurs dizaines de mètres
d'argile latéritique, d'argile sableuse, et dessous un horizon fissuré, là où on aura vraiment de l'eau mobilisable. Donc en fait, c'est les processus d'altération qui vont permettre c'est la présence d'eau dans le sous-sol des roches cristallines, et également les événements tectoniques, notamment là où il y a beaucoup de fracturations dues à la tectonique des plaques, qui vont du coup générer des mouvements et des failles. Et donc du coup, dans ces zones de failles, on va avoir beaucoup d'eau mobilisable, puisque ça va être des structures drainantes, on va dire, qui vont permettre une mobilité de l'eau souterraine. Et c'est ici qu'on a un intérêt à aller mettre des forages, soit pour la surveillance, soit pour l'exploitation. Slide suivante, merci. Concernant les aquifères sédimentaires, donc là, donc tout ce qui est dépôts marins et fluviaux marins, donc ça va être en fait le changement, les aires glaciaires, interglaciaires, qui vont en fait rythmer les transgressions et régressions marines, qui sont à l'origine des gros dépôts marins et fluviaux marins. Et en fait, ça va se traduire par, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça va se traduire par certains endroits des lentilles de sable, des endroits des lentilles d'argile. Et donc du coup, on a un système sédimentaire assez complexe comme ça, avec des sables, des argiles sableuses. Et donc c'est autant de milieux qui vont être intéressants hydrogéologiquement parlant, puisqu'on va avoir de l'eau souterraine dans toutes les parties sableuses. Concernant les cours d'eau de Guyane, donc comme vous avez vu, 190 000 km de cours d'eau. Au niveau des estuaires, là où on va avoir en fait les écoulements qui ne sont pas torrentiels et plus, on va dire, laminaires, on va avoir des effets de déposition des alluvions, c'est-à-dire des petits morceaux de sable issus de l'altération de la roche, de l'érosion. Et donc tous ces dépôts de sable qui vont du coup s'accumuler sur les berges vont aussi constituer des réservoirs d'eau potable, puisqu'on va avoir du coup des massifs sableux sur les bords des cours d'eau, dans les endroits où les rivières et les fleuves peuvent déposer les alluvions. A l'inverse, quand un cours d'eau a un régime torrentiel, il va plutôt avoir un effet de transport, il va éroder les berges, et on va avoir du coup les berges qui peuvent petit à petit disparaître. Donc voilà, slide suivant. Donc c'est l'ensemble de ces processus donc a abouti du coup à la présence d'eau souterraine, donc à peu près partout, donc, mais avec une organisation quand même assez complexe, notamment pour tout ce qui est aquifère de socle. Comme vous avez pu le voir, il y a la tectonique qui influence beaucoup du coup la présence d'eau souterraine. Du coup, cette tectonique qui se traduit par des failles va en fait mettre en connexion plusieurs bassins versants, va mettre en connexion plusieurs formations géologiques. Du coup, il nous est impossible aujourd'hui de délimiter des compartiments souterrains dans le socle, puisqu'on a une fracturation qui va en fait tout mettre en contact. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a en fait une très grosse masse d'eau, là ici en vert, qu'ils appellent la masse d'eau souterraine de socle. Et on simplifie par une masse d'eau sédimentaire pour tout ce qui est aquifère fluvio-marin et aquifère alluvionnaire. Et pour ces deux masses d'eau, on a donc deux réseaux de suivi, un pour la quantité, un pour la qualité. Concernant le suivi quantité, on a 16 points, et pour la qualité, on a 17 points. Donc vous voyez ici la répartition. Et ici une petite photo d'un à la fois piézomètre qualitomètre qui se trouve à Matiti. Slide suivante. Concernant le suivi quantitatif, donc voilà, là c'est un petit zoom sur le réseau de suivi quantitatif. Donc comme vous pouvez le voir, c'est en fait l'essentiel de nos points, il se trouve sur le littoral et sur les deux grands fleuves frontaliers, puisqu'en fait on a des contraintes d'accès et également des contraintes de coût, comme expliquait tout à l'heure Mathieu. Et donc aujourd'hui on a 16 piézomètres qui en fait du coup touchent les deux masses d'eau de socle, masse d'eau sédimentaire. Juste une petite précision sur tous les piézomètres que vous voyez ici qui se trouvent apparemment sur la masse d'eau sédimentaire. Il faut bien s'imaginer que les sédiments ils se déposent sur quelque chose, et que du coup on a des piézomètres qui traversent intégralement les sédiments et qui vont aller surveiller en fait l'aquifère de socle qui se trouve sous les sédiments. Donc on a deux masses d'eau
Il faut bien s'imaginer qu'elles ne sont pas en fait côte à côte. C'est l'une qui vient recouvrir l'autre. Slide suivante. Alors comment on choisit un point de surveillance pour le suivi quantité de nos masses d'eau? Alors déjà, il faut premièrement de vraiment bien connaître toutes les formations géologiques traversées par l'ouvrage. Et ça, c'est pas si facile parce que ça nécessite, lorsque l'ouvrage est réalisé, de faire un suivi géologique quand même assez fin de tout ce qui ressort de la foration lorsque l'on fore. Également, il faut bien connaître comment le forage est équipé, c'est-à-dire c'est la technique, on appelle ça la coupe technique de l'ouvrage, parce qu'en fait, pour capter l'eau souterraine, pour schématiser, on va descendre un tube dans le trou qui a été foré et on va avoir des parties de tubes qui seront avec des fentes. Et l'eau, en fait, va passer dans ces fentes. Donc il faut bien savoir à quel endroit, à quelle profondeur se trouvent les parties du tube qui possèdent ces fentes pour savoir vraiment d'où vient l'eau que l'on mesure. Et ça, c'est valable autant pour la quantité que pour la qualité. C'est hyper important de vraiment connaître à quelle profondeur se trouve la partie captée de l'aquifère. Et quel aquifère. Alors également, il faut que ça soit représentatif de la masse d'eau, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait quand même le piézomètre ou le qualitomètre qui pénètre suffisamment profondément dans la masse d'eau pour pouvoir bien la mesurer. Également une pertinence géographique, parce que vous verrez pour les différents usages, il ne faut pas non plus que ça soit loin de tout, et puis pour des contraintes d'accès également, il faut que ça soit suffisamment proche. Et il faut éviter que bien sûr nos ouvrages y soient dans des zones qui sont régulièrement inondées, puisque là on aurait un gros risque d'avoir du coup de l'eau de surface qui rentrerait à l'intérieur de l'ouvrage, et là on mesure plus du tout des eaux souterraines, on mélangerait un mélange d'eau de surface et d'eau souterraine. Et bien sûr, lorsqu'on a des forages d'exploitation du coup qui ont des pompages, il faut que les piézomètres ou qualitomètres soient le plus loin possible de ces forages d'exploitation. Slide suivante. Alors concrètement, comment ça se passe, le surveillance quantité? Donc en fait, on plonge dans le piézomètre un capteur de pression avec une petite membrane en céramique. Donc là, c'est la partie capteur de pression, et derrière le petit capuchon noir, là, on a une membrane en céramique. Et en fait, donc cette membrane mesure la colonne d'eau qu'elle a au-dessus de la tête, avec une correction par rapport à la pression barométrique, pression atmosphérique. Et donc du coup, toutes les heures, on va avoir des mesures de pression qui sont traduites en hauteur d'eau. Et tout est emmagasiné dans une petite mémoire qui se trouve ici, dans l'autre tube. Et on a ici un œil qui permet de communiquer avec la sonde. Alors maintenant, avec le réseau GSM qui s'est quand même bien développé en Guyane, on arrive à télétransmettre 14 stations sur les 16 existantes. Ce qui est un gros atout, puisque c'est-à-dire que ces 14 stations, au bureau, au BRGM, on reçoit 2 fois par semaine l'ensemble des données de ces 14 stations. Donc c'est très bien pour le suivi, parce que du coup, quand il y en a une qui tombe en panne, on s'en rend compte très rapidement. Donc heureusement, quand on reçoit plus les données, ça ne veut pas dire que la station est en panne, mais souvent c'est le modem qui a un problème. Et on n'a pas trop de perte de données, fort heureusement. Et du coup, sur les deux qui ne sont pas encore télétransmis, il faut par contre aller régulièrement récupérer les données. Là, ça c'est du coup un système de télétransmission avec un modem à l'intérieur. Le petit tiroir qui est ici, c'est là où on met une carte SIM. C'est exactement la carte SIM que l'on a tous dans notre téléphone. C'est la même chose qu'il y a dans les systèmes de télétransmission. Ici, là, vous avez le piézomètre sur le Rorota que vous connaissez si vous êtes promené là-bas. Et en fait, ça se situe dans la tête ici qu'on a le système de télétransmission, et l'œil de la sonde ici, elle se trouve ici. Et elle est dans le tube et elle va jusqu'au milieu du tube. Ce tube, il fait plus de 83 mètres de profondeur. Donc voilà, là ici, donc ça c'est une opération classique de maintenance où on récupère les données sur le terrain avant de changer les piles, de recaler, de faire toute manipulation que ce soit. Ici, on voit le principal outil que l'on a sur le terrain pour le suivi quantitatif, qui est une sonde piézométrique pour vérifier la bonne mesure de la sonde. Et donc globalement, la maintenance de notre réseau de suivi, c'est donc 2 tournées par an si tout se passe bien, et 4 sur les non télétransmises.
Bon, malheureusement, on y va quand même beaucoup plus souvent que ça, puisqu'on a quand même pas mal de pannes, et donc on a des tournées curatives en plus, qui nous permettent du coup de réparer ce qui ne va pas et de récupérer les données sur place. Slide suivante. Alors toutes ces données, si elles vous intéressent, il faut savoir qu'elles sont disponibles au grand public, puisqu'on a un site de diffusion qui s'appelle HADES, qui est le portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines. Et en fait, c'est l'objectif de ce suivi, c'est quand même la diffusion au grand public. Alors, schématiquement, du coup, on a notre station qui va envoyer les données aux centrales, au bureau à Cayenne, où on va du coup concentrer toutes les données. On a des logiciels de gestion de ces données. Par la suite, nous, on va les étudier en détail. On va regarder tout ce qui est lacunes, aberrations. Parfois, ça peut nécessiter une intervention parce qu'on reçoit de la donnée, mais on se rend compte qu'il y a un souci sur la sonde. Et derrière, on va effectuer des corrections et on va valider la donnée une fois qu'on est certain qu'elle est... Enfin, on n'est jamais complètement certain, mais une fois on a fait tout le nécessaire pour qu'on soit rassuré sur la fiabilité de la donnée. Et lorsqu'on juge une donnée fiable, on peut la bancariser. Et dans HADES, vous avez toutes les données bancarisées, validées par l'équipe locale. La bancarisation se fait à peu près tous les 2 mois. Et d'ailleurs, c'est une bonne question, puisque actuellement, c'est une bancarisation tous les 2 mois qui se fait vraiment manuellement de notre part, puisque les données sont validées avant d'être bancarisées. En revanche, d'ici la fin de l'année, début 2019, on aura bientôt accès à un portail d'accès à ces données qui sera en fait accès aux données brutes en temps réel, c'est-à-dire que toutes les heures, par exemple, on aura accès à toutes les dernières données qui sont arrivées sur le central. Et du coup, il faudra faire attention aussi. Il y aura quand même des indications qui vont clairement définir quelles sont les données brutes des données validées, parce que ça va être ça le piège aussi, c'est qu'on reçoive des données qui ne sont pas validées. Mais au moins, le public pourra voir en temps réel, tous les jours, les données qui proviennent de l'ensemble de tout le parc de surveillance des eaux souterraines en quantité. Donc à quoi il sert ce suivi? Donc bien sûr à déterminer le bon état quantitatif des eaux souterraines, puisque c'est quand même le but des réseaux de la DCE. Alors ce qu'il y a, c'est que pour vraiment caractériser un état quantitatif et établir des situations, en fait il faudrait qu'on ait une quinzaine d'années de chronique de données. Le réseau actuellement il a moins de 10 ans. Donc on n'a pas encore les outils que l'on a pour définir des situations excédentaires, déficitaires, comme on fait pour la pluviométrie, pour la météo. Actuellement on ne peut pas encore les mettre en place. Néanmoins, en étudiant quand même l'ensemble de nos chroniques piézométriques, on arrive à voir qu'il n'y a pour l'instant, je précise bien pour l'instant, pas de pression en termes de quantité sur les eaux souterraines. C'est-à-dire que les prélèvements que l'on fait dans les nappes actuellement ne sont pas supérieurs au renouvellement annuel. On est encore pour l'instant sur une utilisation durable en termes de quantité. Donc voilà, et ici, pour vous illustrer l'intérêt de faire des mesures du coup des niveaux piézométriques, c'est d'avoir une compréhension des hydrosystèmes, puisque du coup on s'en sert pour l'eau potable. Ici, là, vous avez la variation d'un niveau piézométrique, ici sur Saint-Georges, et ici vous avez la pluviométrie. Donc chaque trait bleu c'est des grosses pluies, et donc on voit bien la réaction de l'aquifère par rapport aux pluies. Et on a vu comme ça que sur certains aquifères, après une grosse pluie, en quelques heures on a le niveau de la nappe qui monte, et sur d'autres nappes c'est seulement 3 ou 4 jours après qu'on va avoir un début de la montée du niveau de la nappe. Donc ça nous donne une idée vraiment du fonctionnement de la nappe et de ses interactions avec la pluviométrie. Slide suivant. Alors un petit exemple, donc le Rorota, qui est aussi appelé montagne du Mahuri, où on a ce piézomètre qualitomètre ici que vous avez peut-être déjà vu. Ici, d'ailleurs une courbe que j'ai extrait assez récemment, où on voit l'évolution de la nappe dans la montagne du Mahuri. Et
du coup, c'est quand même des données qui sont hyper importantes pour comprendre le fonctionnement de ce système. Ici, vous avez un petit schéma géologique qui montre justement un aquifère fissuré dont j'ai parlé tout à l'heure. On voit ici le lac, ici l'horizon fissuré et toute la partie altérite. Et donc, il faut s'imaginer que là, le forage qu'on a ici, c'est le forage qu'on appelle MM4 bis sur le Rorota. Slide suivante. Et voilà, donc les données piézométriques, là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça nous sert à faire des bilans, je dirais, hydrologiques et hydrogéologiques, c'est-à-dire on essaye de comprendre quand il y a une pluie, quelle est la part de l'eau qui va ruisseler et partir dans les rivières, quelle est la part de l'eau qui va rentrer dans le sol et alimenter les nappes. Et du coup, c'est très très important pour comprendre un système d'avoir à la fois des données de pluie, des données de débit des rivières et surtout des données piézométriques. Donc bien au-delà de la surveillance quantitative basique, on va aussi comprendre le fonctionnement d'hydrosystèmes qui peuvent être stratégiques pour le développement du territoire. Et parfois on fait de belles petites rencontres sur les réseaux piézo. Voilà, donc là ça fait partie des petites choses que l'on peut voir pour sûrement un peu moins que l'émission haute surface qu'ont présenté Mathieu, mais on voit aussi des belles choses. Concernant le suivi qualitatif, alors ici vous avez donc un petit zoom sur notre suivi qualitatif, donc qui est plus ou moins similaire au suivi quantitatif, et qui est composé de 17 points, ici représentés. Et donc là, pareil que tout à l'heure, donc vous voyez qu'on a essentiellement du coup un suivi sur le littoral et également sur les grands fleuves. Et là aussi, il faut bien penser que dans l'ensemble de ces points, on a quand même la masse d'eau de socle qui parfois est suivie sur le littoral. C'est qu'on a des qualitomètres qui traversent l'ensemble de la masse d'eau sédimentaire. Alors, en quelques chiffres, le suivi qualitatif, donc on a 2 campagnes par an, une en saison des pluies, une en saison sèche. En 2018, c'est donc 17 points de surveillance comme vous avez pu le voir. Et également, comme pour le suivi haute surface, on a un grand nombre de paramètres qui est suivi, au-delà des paramètres physico-chimiques in situ. Donc en campagne régulière, on est sur 106 paramètres. Et lorsqu'on va jusqu'à faire des campagnes photographiques tous les 4 ans, là on va jusqu'à 215 paramètres analysés. Et globalement, on a un bon état chimique global de nos 2 masses d'eau souterraines, puisqu'en fait on ne voit aucun dépassement des seuils critiques concernant tous ces paramètres, tous ces micropolluants analysés. Après, on a parfois des dépassements d'éléments en fait naturellement présents dans le sous-sol guyanais, donc des dépassements en fait de seuils qui sont définis en métropole, mais qui en fait lorsqu'on le compare au fond géochimique guyanais, finalement ne sont pas du tout aberrants. Slide suivante. Comment on fait pour prélever cette eau souterraine? Donc on a grosso modo trois méthodes. La plus facile étant lorsqu'on se trouve sur un des 3 sites où on a des forages d'exploitation, où là il suffit d'ouvrir le robinet qui est déjà prévu. Donc on vidange toujours 3 fois le volume d'eau du forage, qui nous permet en fait d'avoir le signal chimique, la signature chimique de la nappe, puisque si on prélève juste comme ça, il y a de fortes chances que l'on va en fait analyser la chimie juste de l'intérieur du tube du forage et pas vraiment la chimie de la nappe. Et il y a aussi des pompes à bras en Guyane qui également font partie du réseau de surveillance qualité. Et ce que l'on utilise le plus souvent pour presque tous les points, c'est notre pompe immergée qui va nous permettre du coup sur les 13 qualitomètres de prélever l'eau souterraine. C'est la suivante. Alors en termes de matériel, donc on utilise une petite pompe immergée qui peut rentrer dans tous les qualitomètres que l'on voit là. Un système d'exor, donc avec une petite pompe que l'on peut régler. On évacue le plus loin possible l'eau extraite. Un groupe électrogène bien sûr pour alimenter. Tout comme le suivi haute surface, on a bien sûr des sondes multiparamètres pour tous les paramètres in situ. Et également, on fait face aux mêmes problématiques en termes de conditionnement et de transport
puisqu'on a quand même un grand nombre de flacons, puisqu'il y a un grand nombre de paramètres. Et il faut envoyer dans les plus brefs délais au laboratoire compétent les flacons en respectant le mieux possible les températures pour qu'on ait les résultats les plus fiables possibles. Donc là aussi, c'est toute une logistique, toute une organisation par rapport aussi aux avions d'Air France, à Chronopost. Voilà, on sait qu'il y a des jours où il ne faut pas les prélever et des jours à l'inverse que l'on va privilégier. Alors concernant les résultats donc du suivi qualité, donc comme je vous disais, on a globalement un bon état de nos masses d'eau souterraines. Donc néanmoins, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a un fond géochimique en Guyane qui fait qu'on a souvent beaucoup de fer et manganèse de nos eaux souterraines. Donc pas partout, puisque la géologie n'est pas du tout homogène. Hein. On a tout un tas de formations géologiques, même si nous on la simplifie à une grosse masse d'eau de socle et une masse d'eau sédimentaire, il y a quand même plusieurs formations géologiques. Et donc voilà, comme vous voyez, donc là on a mis les valeurs seuil du fer et du manganèse. Donc comme je disais, c'est des valeurs seuil définies en métropole. Et en fait, si on se rapproche du fond géochimique, en dehors là, sur ce graphe du Rorota qui dépasse là ici beaucoup, on est en fait sur vraiment des valeurs finalement qui sont pas non plus aberrantes. Et pour revenir sur ce que disait Mathieu, donc c'est pour ça que pour le classement des masses d'eau, il y a aussi un œil expert, c'est-à-dire que lorsque l'on sait qu'on a des fortes teneurs en fer et manganèse dans les eaux souterraines presque partout, on ne peut pas non plus déclasser une masse d'eau parce qu'il y a du fer supérieur au seuil qui est défini en Europe. Donc voilà, le contexte géochimique local est quand même hyper important pour le suivi de nos masses d'eau souterraines. Slide suivante. Concernant les nitrates, parce que là aussi c'est quelque chose que l'on parle beaucoup en France et que l'on ne parle pas encore énormément en Guyane. Donc on a pour l'instant 4 qualitomètres qui suivent les deux plus gros sites agricoles de Guyane, qui sont Javoué et Cacao. Donc on trouve la présence de nitrates dans des concentrations qui sont quand même inférieures au seuil, aux normes de l'OMS, néanmoins qui sont supérieures à ce que l'on peut trouver en naturel, parce que là aussi les nitrates naturellement ils sont présents dans le sol et on en trouve toujours dans les eaux souterraines mais à petite quantité, et là on trouve sur Javoué et Cacao donc des nitrates supérieurs à ce que l'on pourrait trouver naturellement, donc même si c'est dans des concentrations bien moindres que les valeurs seuil qui sont de 50 mg, et vous voyez ici on n'approche pas les 18 mg. Slide suivante. Concernant les autres métaux, donc là aussi on a le fond géochimique qui est très important, puisque on constate qu'on a parfois l'aluminium qui est dépassé. Alors il faut bien faire attention sur les ordonnées. Ici on n'a que l'aluminium qui est là à droite, et ici on a tous les autres métaux sur la gauche. Donc en fait le petit pointillé rouge que j'ai fait, il ne concerne uniquement l'aluminium qui est symbolisé en bleu. Et donc les valeurs seuil d'aluminium sont là aussi un petit peu dépassées. Pas beaucoup, mais on trouve régulièrement les valeurs seuil d'aluminium qui sont dépassées dans les eaux souterraines de la Guyane, comme le fer et le manganèse. Même si la problématique est différente. Slide suivante. Tous les autres micropolluants, donc on en trouve un petit peu dans des valeurs extrêmement faibles, largement inférieures à toutes les valeurs seuil, mais néanmoins on trouve quand même des choses que l'on n'explique pas forcément, notamment un micropolluant assez récurrent qui est le formaldéhyde. Donc à chaque fois c'est toujours dans des concentrations extrêmement basses, mais quand même retrouvé assez souvent. Petite chauve-souris. C'est un papillon. Et donc c'est formaldéhyde, donc du coup on a creusé pour essayer de voir d'où est-ce que ça peut venir. Alors les formaldéhydes on les trouve dans différentes industries, ça peut être le bois, l'acier, les textiles. Donc c'est à la fois un fongicide et bactéricide. Et en fait on a aussi vu que les formaldéhydes peuvent naturellement en fait être générés par
comment on dit, la dégénérescence du bois, la, la putréfaction du bois, pardon. Et donc en fait, on arrive à aujourd'hui, en fait, on se demande si finalement ces formaldéhydes que l'on trouve assez souvent seraient pas dus à justement à la putréfaction du bois, notamment sur le Rorota où on en trouve quasiment à chaque fois. En fait, par vidéocaméra, on a découvert des bouts de bois dans le forage du Rorota au fond. Du coup, on se dit que peut-être on a pour origine finalement une origine qui peut être naturelle. Mais néanmoins, ça reste quand même des choses que l'on regarde de très très près, ces présences de formaldéhyde, parce que voilà, on sait que ça peut avoir une origine naturelle, mais pas forcément. Il peut y avoir de multiples origines industrielles. Sur cacao, on a retrouvé plusieurs fois des petites traces d'atrazine ou bien de métabolites de l'atrazine. Donc bien que c'est interdit depuis 2003, probablement qu'il y a eu des usages et que peut-être qu'il y a encore des usages de ce pesticide. Après, c'est toujours dans des très très faibles teneurs, mais néanmoins, parfois on en retrouve un peu. Également, on trouve des perchlorates, toujours en très faible teneur aussi, mais c'est quelque chose qui ressort assez souvent. Et les perchlorates peuvent, comme les formaldéhydes, avoir une origine naturelle, atmosphérique, mais également ça peut avoir une origine non naturelle, notamment les perchlorates rentrent dans la fabrication de combustibles, comme les fusées par exemple. Donc voilà, pour l'instant les faibles concentrations en perchlorate que l'on trouve, on n'en a pas encore trouvé l'origine, et il y a plusieurs possibilités. PFOS, c'est un antidiabétique. Alors, très curieux, hein, n'est-ce pas? Et ça fait partie, alors tout à l'heure il nous a montré 3 analyses de paracétamol. On trouve également dans les eaux souterraines, de façon très ponctuelle, rarement récurrente, hein, des résidus médicamenteux qui peuvent apparaître. C'est des choses qu'on explique très difficilement, surtout quand c'est pas récurrent, parce que finalement quand quelque chose revient souvent, c'est là où on arrive parfois à trouver des explications. On l'a jamais retrouvé une autre fois, et ni dans d'autres qualitomètres. C'est juste que là, on a en saison sèche 2017, parce que là je vous ai présenté en fait tous les résultats de la saison sèche 2017, on a trouvé cet antidiabétique sur, je sais plus, c'était sur bassin mine d'or je crois. Et donc d'où ça peut venir, on ne sait pas trop. Ça peut être quelqu'un qui est passé à côté, un randonneur qui s'est appuyé sur le qualitomètre, voilà, ça peut être qui a déposé des substances. Ça peut vraiment être plein de choses. Parfois c'est le préleveur aussi. Du coup, quand on trouve ce genre de choses, de même que du paracétamol, bah, là on en a trouvé aussi d'ailleurs. On en avait trouvé au niveau du lac des Américains, en cœur de réserve de la Grand Matoury. Donc là, sur ce genre de choses, on se questionne entre nous. Est-ce que quelqu'un dans les préleveurs, dans ceux qui étaient sur site, ont pris des médicaments, ont consommé quelque chose? Est-ce que c'est parfois, quand il y a vraiment des choses très très ponctuelles et qui ne sont pas récurrentes, c'est souvent au niveau des préleveurs ou autres. Parfois même au laboratoire, hein, même si les laboratoires sont quand même très rigoureux, ils sont pas infaillibles non plus. Un laborantin peut parfois aussi générer une micropollution qui va générer beaucoup de questions derrière. Et je veux juste que tu reviennes. Pour revenir sur cette remarque, il y a un mystère là, qu'on a également, là, parce que là je ne l'ai pas encore abordé. Là, il y en a 2 là, qui sont avec un nom un peu long, 2-méthylnaphthalène, le 4-nonylphénol ramifié. On voit qu'on en trouve toujours en très faible concentration, mais on en trouve quand même sur presque tous les qualitos, sauf sur des grats de savane, sur Maripasoula et sur Grand Santi. Ces 3 où on ne les trouve pas, c'est les 3 où on n'a pas utilisé la pompe immergée, notre système de pompage. Et en fait, on a relié directement, parce qu'on a aussi une équipe en métropole qui travaille sur les techniques de prélèvement, et avec eux on a travaillé justement sur ces résultats, et on a trouvé que la source était le tuyau d'exor de notre pompe qui du coup relarguait, mais en infime concentration. Mais on est sur des précisions de mesure quand même extrêmement fines, hein. On est sur des concentrations très 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 basses, et du coup on a trouvé la source de ces concentrations. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai affiché l'illustration, c'est pour montrer que la méthode de mesure est vraiment hyper importante, et qu'on a beau être très sérieux, très rigoureux, on
on peut toujours s'améliorer, et on est aujourd'hui sur des recherches de micropolluants dans des concentrations qui sont tellement fines que le moindre faux mouvement, faux geste, petite erreur peut générer l'apparition de micropolluants. Donc c'est pour ça que tout doit vraiment bien être connu de A à Z sur tout le processus. Slide suivante. Donc voilà, pour finir, donc on a vu qu'on a quand même, d'un point de vue quantitatif, le suivi nous montre qu'on a un bon état des masses d'eau souterraines, qu'on n'a pas, puisqu'en fait, même si on peut aujourd'hui pas faire de bulletin de situation hydrogéologique, on sait que l'on n'a pas vraiment de pression quantité sur les eaux souterraines. Et d'un point de vue qualitatif, on a également un bon état chimique global, puisqu'en fait les paramètres qui sont le plus embêtants, comme le fer et le manganèse, en fait sont à relier avec le fond géochimique de Guyane. Donc là aussi, voilà, c'est quelque chose voilà, contre lequel on peut rien faire. Et par contre, il faut vraiment avoir aussi une vigilance sur les nitrates, sur les secteurs de Javaux et Cacao notamment, puisqu'on a vu que même si on n'est pas sur des fortes concentrations, ils sont quand même présents. Et voilà, c'est quand même important d'avoir une grosse vigilance sur la présence de nitrates sur les secteurs agricoles du coup. Voilà, merci de votre attention.